Donc, bienvenue sur le Cloud Screener, le podcast francophone qui navigue parmi les nuages. On est aujourd'hui avec Jérôme Blin, qui est à la régie. Bonjour Salut. mon Jay. Salut. Moi, Moi-même, c'est Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercato, cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Vous le savez, c'est pas un mystère. Chez Cloud Mercato, on s'intéresse à toutes les solutions cloud, matériel, logiciel, macro, méso, micro, tout ce qui a le mot un peu cloud, nuage, ça c'est dans notre radar. Et notre invité du jour, c'est Taha Zemouri, fondateur de Edenai. Et pour Bonjour. vous expliquer, bonjour Taha, pour vous expliquer un peu ma vision d'Edenai, avant de commencer, je voudrais faire un petit état des lieux du marché et surtout un marché qui surfe sur une des plus grosses vagues qu'on ait jamais vues, un des plus gros tsunamis qu'on ait jamais vu dans le SaaS. Quand on regarde un peu ChatGPT, le nombre d'inscriptions, il y a une grosse hype en ce moment, mais on n'est pas là pour parler de ChatGPT. C'est pas ça dont on parle. Donc, faisons un petit contexte. Il y a 20 ans, on a compris qu'il fallait qu'on fasse des web services dans l'informatique. Il y a 15 ans, on s'est lancé dans le tout as a service. On fait du YAS, du PaaS, du CAS, du DaaS, du BaaS, tout ce on peut faire as a service derrière un clavier et une souris, on le fait. Il y a à peu près 10 ans, on commence à démocratiser le machine learning, le deep learning et ce genre de techno. Et il y a à peu près 5 ans, ça devient le bordel au niveau des IA. Il y a des services dans tous les sens. Tout le monde propose son truc pour faire des choses similaires ou pas, avec une petite distinction, des petits qualificatifs. Enfin, le marché de l'IA a explosé. Et aujourd'hui, c'est à peu près le bordel. Et en 2020, on a Edenai qui commence à R&D et qui se dit on va mettre un petit coup de balai dans ce méli-mélo technologique et apporter des solutions aux utilisateurs pour qu'ils puissent se retrouver. Est-ce que j'ai correct, Taha ? C'est tout bon pour moi. Ça, tu as super bien amené le sujet. Effectivement, tu as bien amené la genèse de Edenai, qui d'ailleurs, au moment où on s'est rencontrés, ne s'appelait pas Edenai, s'appelait iCompare, quand je t'avais contacté Yes. au tout début. Alors peut-être pour compléter un peu et expliquer ce qu'est Edenai et ce qu'on fait. Donc, effectivement, nous, on a commencé en faisant de la prestation de service en 2017, donc effectivement, il y a à peu près 5 ans. Et on a vu l'arrivée de plein de services d'IA disponibles via API, d'abord proposés par des grands acteurs du cloud, type Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services, et puis bien d'autres acteurs qui chacun proposait son API pour traiter la donnée. Et ça nous a amené à d'abord les tester et voir même les intégrer dans le cadre de nos missions de prestation. Et puis, on a observé, on va dire, 3 choses. La première chose, c'est la multitude de services. Et concrètement, on parle de quoi pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien? Ça va être de la reconnaissance d'image, tout ce qui va être lié à reconnaître des logos, des visages, des objets sur des images ou de la vidéo. Ça marche pour les deux. Ça va être de l'analyse de texte, savoir de quoi parle un texte, extraire les mots-clés, le sentiment qui est exprimé, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle aussi le Natural Language Processing, c'est le traitement du langage naturel. Dedans, ce qu'on va aussi assimiler à ça, c'est de la retranscription d'audio. Il va y avoir aussi de la traduction automatique. Et pour finir, un autre sujet sur lequel on travaille aussi, c'est le parsing de documents. J'ai un PDF ou une image, une facture, un reçu, et j'extrais les informations qu'il y a dedans. Nous, c'est comme ça qu'on a un peu schématisé ce service-là. Du coup, on a observé qu'il y avait plein de fournisseurs là-dessus, que les entreprises commençaient vraiment à utiliser ce type de service parce que c'est moins cher. Un data scientist, ça coûte cher si jamais on veut développer ses propres modèles. Et quand tu as un service, on va dire, sur étagère qui processe bien ta donnée, pourquoi pas l'utiliser. Et la troisième remarque, troisième chose qu'on a vue, c'est que suivant la nature des données de l'utilisateur, tu vas avoir des fournisseurs qui vont performer mieux que d'autres. Et ça s'explique par une particularité liée au machine learning et au deep learning, c'est que la performance du modèle va dépendre des données sur lesquelles il a été entraîné.
D'où cette différence et l'idée d'abord de se dire, tiens, on va, un peu comme ce que tu fais toi sur le cloud, nous on l'a fait sur les services d'IA, donner d'abord un outil qui permet de comparer les performances de ces différents services. Et puis, naturellement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas tous les centraliser sur une seule plateforme qui s'appelle Edenai. Ok. Donc, typiquement, là, tu viens de me donner les types de services. Tu me dis qu'il y a il y a les gros qui se sont lancés dans ce type de service. Est-ce qu'il y a des plus petits qui sont, je sais pas, par exemple, une petite boîte en Allemagne ou en Italie qui s'est spécialisée dans la reconnaissance d'images, je ne sais pas, militaire ou médicale? Hmm. Est-ce que ce type de service fait partie de ce que vous regardez, de votre radar? Et est-ce que ça se compare au gros, en fait? Oui, complètement. Alors, si je schématise un peu le marché, tu as les gros. Mhm. Les gros, c'est qui? C'est Google, Amazon, Microsoft, IBM aussi, qui a donc IBM Watson qui a des services Ça- d'IA. Nous, on commence un peu à y inclure OpenAI parce que ça commence à être un peu gros. Et d'ailleurs, tu remarqueras, pour les 4 premiers que j'ai cités, ils reposent sur leur propre cloud. Donc, c'est leur Mhm. propre, ils ont leur propre infra, etc. Et tu as aussi en parlant de gros, tu as des acteurs qu'on a commencé à regarder. Ce pas des acteurs européens, enfin occidentaux. Tu as Alibaba Cloud, qui a une panoplie de services d'IA. Voilà, je les cite parce que c'est important de savoir qu'ils ont un gros marché, peut-être pas en Europe ou aux US, mais ça existe. Ça, on va dire, c'est les gros acteurs. Et puis, tu as des spécialistes. Et là, comment dire, il y en a beaucoup. Mhm. Pour les plus connus, si je prends la traduction, certains connaissent DeepL, qui est un fournisseur de services de trad, qui est très bon. Si je prends du parsing de documents, tu as un français qui s'appelle Mindy, tu as Rossum, Clipa, qui s'est vraiment spécialisé là-dedans. En reconnaissance d'image, tu as Clarify, qui est un acteur américain. Et ça, cet exercice-là, on le fait. Et moi, j'invite ceux qui s'y intéressent d'aller jeter un petit coup d'œil sur Adanaï, parce que du coup, on commence à en lister plusieurs. En total, là, on est à plus d'une trentaine de fournisseurs qu'on a Ouais. regroupés et qui couvrent une quarantaine de tâches, enfin de fonctionnalités d'IA. Et ces 40 fonctionnalités d'IA, on les a regroupées dans les 6 catégories que j'ai citées au départ. Ok. Donc, on va dire une petite six-septaine de gros fournisseurs qui ont une infra et qui peuvent mettre le budget où est-ce qu'ils veulent. Et Ouais. une vingtaine de small and medium qui ont du talent, j'imagine. Ils sont pas là juste Ouais, parce que il y a que l'océan à se faire. Ils ont une solution et ils savent se démarquer. c'est ça. En gros, alors, et on est loin d'être exhaustif. En fait, la trentaine, c'est ceux qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Ouais. Et nous, on pense rapidement atteindre la petite centaine de services. Et effectivement, pour ces acteurs plus spécialisés, il y a la stratégie, c'est de se dire, OK, je vais vraiment me focus sur une techno pour essayer de battre les gros. Et ça marche plutôt bien parce que nous, on les benchmark, on les compare entre eux. Et objectivement, il y a sur les technos, ils se spécialisent, où il y a du budget, ils arrivent à battre du Google et du Microsoft. Ce qui s'explique parce qu'ils font que ça. Et puis, tu as aussi un autre type de spécialisation. Des fois, ça va être, tu vois, par exemple, on a ajouté un fournisseur qui s'appelle Neural Space, qui n'est pas très connu, mais qui a pris lui, il fait tout ce qui va être lié aux technologies textuelles, donc de la traduction, de la reconception, etc. Mais il le fait que sur certaines langues, pas les grosses langues européennes, donc quelques langues spécifiques. Et là, forcément, ne serait-ce qu'en se focusant sur une sous-catégorie de données, Hmm. forcément et mécaniquement, il arrive à avoir des belles perfs. Ok. Mais eux, du coup, ils disent pas on va réinventer la même roue, mais enfin, entraîner différents autres modèles sur différentes langues. C'est pas si simple de se déspécialiser puis respécialiser dans quelque chose d'à côté quand on a un modèle. Souvent, je pensais dès le départ. J'imagine qu'ils ont d'abord fait, enfin, j'imagine qu'ils ont fait leur étude de marché pour voir où est-ce qu'il y avait, on va dire, des trous dans la raquette. Ouais. Ils se sont dit, OK, on voit qu'il y a ce marché-là. J'imagine, hein. Oui. Ils se sont dit, tiens, on va entraîner spécifiquement nos modèles, devenir bon là-dedans et aller attaquer ce marché.
Voilà. Mais je pense que c'est dès le départ, ils se sont dit on va faire ça. Parce qu'effectivement, moi, je suis le premier, des fois, à être impressionné par des boîtes qui vont se dire tiens, je vais aller face à Google, Microsoft et Amazon. Parce que voilà, c'est pas des petites boîtes. Mais dans les faits, ils arrivent à être meilleurs. Et puis, il y a aussi une autre composante qui est importante, c'est le prix. Parce que nous, il y a deux trucs qu'on regarde. C'est est-ce que le moteur traite bien la donnée, mais aussi tout bêtement combien ça coûte. Et tu as des services qui peuvent être vraiment chers chez Google, enfin chez les gros. Et j'imagine qu'il y a juste une stratégie de se dire, ben, si je baisse un peu les prix, je peux aussi capter un certain Ouais. volume de la demande globale. Yep. Yep. Et parlons un peu de Edenai, de la plateforme. Disons, je suis Jean-Claude industriel, voilà, j'ai une infra, j'ai un service, une petite infra cloud, j'ai des développeurs. Bon, ils n'arrivent pas à résoudre mon problème, donc ils m'ont dit que je devrais passer par une IA. Et mon idée, c'est, je suis allé chez Google, j'ai vu le truc, j'ai rien compris parce que leur doc, elle est énorme. Je suis allé chez AWS, pareil. Azure, ils m'ont éclaté le cerveau parce qu'il y a des choses dans tous les sens. Mhm. Du coup, on m'a dit, va chez Edenia. Eux, Mhm. ils vont pouvoir t'aider. Bah, j'arrive sur votre website. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inscris, je fais Alors, contacter un consultant. Qu'est-ce qui se passe? ouais. C'est une bonne question. Nous, on est parti sur un modèle en pur self-service. Eh, Moi, ce qui m'arrange le mieux, c'est quand tu me parles le moins possible. Ça veut dire quoi? ça me dit Pas quelque quoi. chose. C'est alors plus c'est pas vrai parce que nous on aime beaucoup parler à nos utilisateurs. Mais quand tu me parles pas, c'est que finalement tu t'es débrouillé tout seul et Ouais. qu'on a un produit qui est suffisamment. Et Pas, c'est le pas cas de maintenant. On a nouvelles, plein pas de d'utilisateurs. nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. Exactement, c'est notre adage. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En gros, quand tu arrives sur la plateforme, donc directement tu peux créer un compte. On a essayé de faire ça le plus simplement possible. Tu peux le faire même avec ton adresse Gmail, voilà. Tu arrives sur la plateforme. Tu vas retrouver les 6 catégories que je t'ai citées au départ. Hmm. Et dans chaque catégorie, tu vas retrouver les tâches euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent correspondre à ton besoin. Tu vas sur la page, donc sur une des 40 tâches qu'on a. Hmm. Première chose, nous, on s'adresse à la base quand même à des développeurs. Hmm. Donc, tu vas avoir un code snippet en Python et en JavaScript, qui sont les deux langages les plus utilisés chez nous. Et tu vas pouvoir copier-coller tel quel le code, le mettre chez toi et commencer à l'utiliser. On est Ok. parti vraiment sur le truc le plus straightforward. Et à côté de ça, tu vas avoir la liste des fournisseurs qu'on a. Et avec cette liste-là, on fasse directement les prix, parce que c'est important. Je prends un exemple concret. Sur le site en industriel, il veut, je ne sais pas, tiens, traduire de la documentation technique. Je prends un Hmm. exemple au hasard. Tu vas aller directement et voir que voilà on va dire le cours actuel de la traduction automatique, combien facturent les différents fournisseurs. Ce que tu peux aussi faire sur la plateforme, c'est faire un live testing, c'est-à-dire sans même avoir besoin de coder quoi que ce soit. Tu peux mettre un exemple de test et générer des traductions chez tout le monde, enfin chez les fournisseurs qui t'intéressent. Et tu vois directement par toi-même, ça t'aide à choisir en fait. Parce qu'il y a la composante prix, mais il y a surtout la composante qualité du traitement de données. Ouais. Et c'est à peu près tout. Pour le modèle économique, en fait, nous, on a un modèle de revendeur, ce qui fait que tu vas acheter du crédit chez Edenai, que tu vas pouvoir consommer sur la quarantaine de services et sur les trentaines de fournisseurs. Et nous, derrière, on s'occupe d'agréger toute la facturation pour tous les fournisseurs. Ce qui nous amène à avoir des deals de revendeurs avec tous les fournisseurs. Et ce qui fait que toi, en tant qu'utilisateur, tu n'as pas besoin d'aller créer des comptes de partout. Surtout que tu imagines, enfin, on va dire il y a des fournisseurs pour lesquels c'est relativement simple, mais du Google, du Amazon, du Microsoft, ça peut être compliqué pour avoir les différentes, enfin, les clés d'API Authentification, voilà, etc. Ouais. Hmm. voilà. Et là, on est allé un cran au-dessus.
on a ajouté une fonctionnalité pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a vu qu'elle commençait à être utilisée, c'est qu'on veut aller encore plus loin dans la démocratisation. C'est qu'on a mis une petite barre de recherche en haut Mhm. qui te permet à tout moment de décrire ton projet. Tu décris ce que tu as envie de faire. Et nous, on va directement te recommander la tâche d'IA qui, nous semble-t-il, va être la plus pertinente. Et du coup, on est en train de nous-mêmes devenir clients des Danaï. C'est-à-dire qu'on a pris, on a créé en fait, c'est marrant, on a créé un compte Danaï et on l'a utilisé pour Danaï. Ok. Et derrière, voilà, toujours dans cette idée de vraiment de démocratiser au mieux l'utilisation de ce type de service. Ok. Et du coup, en fait, il y a un truc que moi je vois dans l'informatique depuis une dizaine d'années, c'est chaque fois qu'il y a une technologie, un trend qui sort où il y a plusieurs protocoles pour faire la même chose, les gens Mhm. ils nous ressortent l'anneau pour les gouverner tous, hein, bien sûr. Mhm. Mhm. Et il y a beaucoup de projets où ça fail. Typiquement dans le cloud pour les VM, pour moi ça a fail. Le truc du CMP de je contrôle tous les clouds en un avec une seule interface, pour moi ça n'a pas marché. Mhm. Par contre pour les IA, on est sur des API. C'est du- Mhm. Globalement c'est du reste partout. Mhm. Et donc ça a vocation à réussir parce qu'on n'est pas sur quelque chose de ultra compliqué. On n'est pas sur des produits qui sont complètement informels les uns des autres. Là, quand Mhm. tu veux faire de la classification, tu fais de la classification, en fait. Tu veux Mhm. faire de la détection, tu fais de la détection. Donc, moi, je vois votre truc, vu que je fais Cloud Mercato, je vois la torture dans laquelle vous êtes quand même à Mhm. dire on va comparer les services, à vous Mhm. dire, enfin, personnellement, j'ai mis par exemple le pied dans l'IA pour comparer les services. Je me suis amusé Mhm. aussi à faire un petit modèle pour avoir un benchmark. D'ailleurs, si vous voulez passer sur notre GitHub, on a un Sudoku benchmark. On veut vos commentaires à tous si vous le voulez. Mhm. Et du coup, j'en ai résulté que traduire la qualité d'un service d'IA, c'est pas si simple que ça en fait. Il y a Non. typiquement, il y a des métriques de performance, type le temps par exemple. Est-ce que Ouais. ça va me prendre 10 millisecondes ou 100 millisecondes pour avoir le résultat que je veux? Il y a des Mhm. métriques métiers. Quand je soumets une image à un détecteur d'image par exemple, est-ce que lui il va détecter ce que moi je voulais chercher dedans? Ouais. Ou est-ce que en fait, il va détecter des choses que je n'y avais pas pensé? Je donne un exemple simple. J'ai fait des petits benchmarks de détection d'images. Je donnais la même image à Google, Amazon, Azure et Oracle. Et mon objectif à la base, c'est de dire, par exemple, je donne une image avec 3 oranges. Bah, Azure va me dire que c'est des clémentines. Google va me dire que c'est des oranges. Et Oracle va me dire qu'il y a une table derrière. Tu vois? Du coup, avoir une métrique, sortir une qualité sur les choses, c'est assez compliqué. Et moi, ma question, c'est, ce serait quoi votre sauce pour appréhender les différentes tâches, les différents modèles d'IA? Alors, là où tu as vraiment utilisé la bonne expression, c'est une métrique métier, métrique business. Et ton exemple est super bon. Ça se trouve, si je reprends ton exemple, toi, ce qui t'intéresse, c'est la table qu'a reconnu qu'un des fournisseurs. Et dans ce cas-là, pour toi, c'est le meilleur fournisseur. Ouais. Donc, il n'y a pas de. Dans ce cas-là, il faut vraiment s'adapter à ce que tu cherches. Après, si je prends de manière plus générique, tu as des technos sur lesquels c'est relativement simple. Par exemple, la retranscription d'audio. La retranscription d'audio, on a en fait une sortie idéale. Tu veux que ça ça retranscrive bien, pardon, l'audio. Et derrière, tu as une métrique qui s'appelle le word error rate, qui est le taux d'erreur comparé. Là, c'est chouette parce que on va dire que tu as une vérité absolue. Ouais. Et le moteur, bon. Tu peux l'avoir aussi pour, par exemple, l'extraction d'informations dans des documents. Tout ce qui est l'analyse de facture, bon, tu sais que, je sais pas, si tu veux un montant, détecter un montant, des choses comme ça. Donc, il y a des technos sur lesquels on se débrouille relativement bien. Là où c'est plus compliqué, c'est sur de la traduction. Dire que ça traduit bien ou pas, là, c'est l'enfer. Tu as des approches, on a un article on a publié un article de blog là-dessus, où tu as des approches qui te permettent de comparer entre deux traductions
En gros, je schématise, mais tu compares plusieurs traductions, et s'il y a une traduction qui est globalement proche de tout le monde, c'est que c'est à peu près bon. Mais tu vois que c'est pas non plus idéal. Et là-dessus, pour le moment, notre solution, c'est que on laisse le choix à l'utilisateur. Donc, nous, on n'a pas encore de fonctionnalité, on va recommander un moteur. L'utilisateur on lui simplifie par contre la génération de toutes les sorties. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, Danaï fait ça. Et après, c'est à lui de choisir. Il y a aussi un autre truc qu'on regarde, nous, mais qui, on va dire, qui n'est pas mathématique, c'est donc nous, on est une passerelle sur notre fonctionnement. On ne stocke pas de données, mais le seul truc qu'on stocke, c'est qu'on regarde quels sont les providers, les fournisseurs choisis par les utilisateurs suivant les cas de figure. Ouais. Et dans l'idée, on serait en capacité de dire, OK, sur ce cas de figure particulier, les utilisateurs ont tendance à choisir tel fournisseur. Okay. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas un truc statistique hyper costaud, mais ça peut aider un peu au choix. Clairement, oui. Clairement. Donc, un utilisateur, disons, j'ai besoin de faire plein d'analyses du match de foot Melun-Saint-Germain-Laxi qui s'est passé dimanche dernier. Je vais chez Edenia, on va faire simple, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que des photos. Et j'ai besoin d'analyser ces images-là. Je m'inscris, voilà, je prends un petit peu de crédit chez Edenia pour pouvoir tester votre service. Alors, peut-être pas juste, on offre $10 de crédit au départ. Donc, tu n'as cool. même pas besoin de payer au départ. Tu vois, on est généreux. Parfait. Et du Donc, coup, ça suffit à tester, en fait, largement. Je prends mon set d'images, j'en donne une à... Je veux savoir quel va être le meilleur provider pour moi pour analyser des images sportives, par exemple. Je peux utiliser votre fonction de preview qui va aller tester un petit peu partout et qui va me dire, OK, bah là, lui, il a vu ça, lui, il a vu ça, lui, il est sûr à 90%, 95%. Ça, c'est une balle de football et pas de rugby, etc. Et je fais cette preview. Une fois que j'ai ma preview, à côté de ça, vous me donnez les prix. Et du coup, moi, je peux faire ma décision, quel sera le meilleur pour ma tâche. Et si demain, les choses évoluent, un provider est moins cher ou un autre est plus performant, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de me tenir au courant là-dessus? Alors, pour le moment, non. Pour le moment, il faut que manuellement, tu fasses de temps en temps une requête. Et pour le prix, c'est relativement simple. Il faut juste faut jeter un petit coup d'œil sur la plateforme. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête. C'est dans notre roadmap de voir comment tenir au courant nos utilisateurs de l'évolution. Alors, des prix, c'est facile. Performance, c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'on ne stocke pas les données des utilisateurs, on ne peut pas retester. Enfin, par défaut, on ne le fait pas. On pense à éventuellement faire des exceptions si l'utilisateur le permet de dire OK, on va garder cette donnée à ta demande, lancer quelques comparaisons et te prévenir s'il y a du changement. Mais pour le moment, ça doit encore fait manuellement. OK. Du coup, mais là où tu as raison, c'est effectivement, juste pour compléter, c'est que c'est un marché qui évolue. Il y a le prix, mais c'est surtout tu vois, nous, on discute pas mal avec des fournisseurs. Il y en a qui font évoluer leur modèle tous les mois, littéralement. Donc, tous les mois, potentiellement, ce classement pourrait être amené à changer. Donc oui, effectivement, c'est un truc un peu particulier par rapport à l'IA, c'est que tu as une évolution de performance très rapide. Ouais. OK. Ouais, c'est un marché qui va vite. On voit beaucoup de choses. Et moi, je m'amusais à benchmarker YOLO 4, que je pouvais googler YOLO 6, et YOLO 7 et YOLO 8. Il suffit qu'il y ait une techno qui sorte pour qu'elle soit... Enfin, un modèle qui sort pour qu'il soit obsolète, en fait. Ça va très, 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 très vite. Et du coup, dans cette automatisation, moi, il y a une question que je me pose, un mot-clé que je vois de loin comme ça et que jamais je suis trop rentré dedans, et je me doute de ce que ça doit être, c'est le MLOps. Et je vois ça de loin, je me dis, bon, je pense que c'est un technicien qui doit s'en sortir avec plein d'API de machine learning, plein de data, et qui doit arriver à faire un truc automatique pour que le business fonctionne. Je pense. Je ne suis pas sûr de ce que je raconte.
Alors, je vais te donner déjà sur le MLOps, nous, on en est un peu loin. Alors, peut-être, je me permets juste de revenir un cran au-dessus sur comment on fait de l'IA de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Euh, En gros, si tu veux faire un moteur de reconnaissance d'image, nous, on a choisi un parti pris qui est celui d'utiliser des API sur le marché qui font le taf, Mm. pour faire simple. C'est un choix qui a ses avantages, c'est que, bon, je les ai cités, si tu n'as pas beaucoup de données, c'est moins cher, c'est rapide, etc. Mais rien ne t'empêche de vouloir entraîner ton propre modèle. Ça peut être intéressant si tu as des très gros volumes de données où tu dis que l'effort et le budget que je vais mettre pour entraîner mon modèle, je vais pouvoir l'amortir sur les volumes. Ça peut être intéressant si tu as des données ultra sensibles et que tu n'as pas envie que ça aille sur n'importe quel cloud, tu as envie que ça reste chez toi et que du coup tu te dis, moi, je veux que ça reste. Enfin bref, je veux pas que ce soit traité par une entreprise tierce. Mm. Et ça peut être intéressant si jamais si tu sais, on a souvent le cas avec des startups, dans le produit, c'est ce modèle-là. Et tu dis, ben, en fait, tu es en train de. Ta vocation à le commercialiser, c'est ton asset, quoi. Donc, faut, Ouais. à un moment donné, tu développes. Bref, quand tu fais ça, ben, tu as toute une gestion des modèles, les mettre à jour, les réentraîner, etc. Et tu as toutes des solutions. Et là, on rentre beaucoup plus dans le MLOps. C'est comment réentraîner des modèles, les déployer, faire en sorte que. Parce que tu as la partie entraînement et tu as la partie inférence. Inférence, c'est quand tu les sollicites pour générer des prédictions. Et encore une fois, nous, sur Edanai, c'est pas trop notre sujet. Nous, on est vraiment sur les API prêtes à l'usage. Ouais, ouais, ouais. Je vois typiquement la chose. Chez AWS, chez Azure, on a ces frameworks justement de MLOps. Hein, je sais, je faisais le naïf tout à l'heure, mais je sais à peu près ce que c'est que MLOps. Voilà, c'est juste pour expliquer à. Non, non, tout à fait, tu as raison. Après, sur Amazon, ça doit être SageMaker qui gère ça. Et puis, chacun, Exactement. voilà, chaque acteur cloud a un ensemble de solutions pour gérer et entraîner le modèle. Mais c'est pas forcément là-dessus que nous, Et enfin, c'est pas Vous, ces sujets-là qu'on regarde. vous focussez, vous concentrez plus sur les solutions qui sont clés en main. Oui, Bonjour, je veux faire complètement. quelque chose et je veux le faire maintenant et je n'ai pas besoin d'installer. Enfin, c'est un petit peu la même vision qu'on avait dans le IaaS, dans l'infrastructure de cloud avant. Hmm, Mon business model, c'est de répondre à ce que fait à une question, en l'occurrence, enfin, une tâche. C'est pas mhm, d'installer une IA, c'est pas de faire ceci, c'est pas de l'entraîner. Mon business hmm, model, c'est juste faire ce que l'IA fait. Donc, oui. si je peux aller voir Edenia et avoir une IA prête à l'emploi qui me donne ce que je veux, enfin, ce dont j'ai Hmm, besoin, c'est parfait. hmm. Alors Euh, peut-être juste, tu m'autorises à compléter mhm, juste un point. mhm, C'est complètement notre point de vue. Et tu vois, on pense qu'il y a un monde pour les deux. Il y a des besoins où il faut avoir des choses plus complexes. Il y a des besoins où Edenai. Enfin, quand je dis Edenai, c'est tous les IA qu'il y a derrière, surtout, ouais. qui répondent. À la différence que maintenant, même sur ces IA dites sur étagère, tu as la possibilité d'aller assez loin dans la personnalisation du modèle. Je m'explique. Tu peux, par API, donc soit faire des requêtes directement sur des modèles existants, Mhm, mais tu peux aussi entraîner tes propres modèles. Je prends l'exemple de la reconnaissance d'image. Tu as des services disponibles sur API qui vont te dire, OK, on a un modèle générique qui va reconnaître les objets, un certain nombre d'objets communs, on va dire. Mais si toi, tu as un besoin très spécifique, tu as envie de reconnaître, suppose un industriel qui veut reconnaître une pièce particulière, tu as la possibilité d'envoyer toujours par API un ensemble de données, ce qu'on appelle des données labellisées. Eux, ils s'occupent de l'entraînement du modèle et tu peux consommer toujours par API. Donc, OK, certes, c'est de l'IA sur étagère, mhm. mais maintenant, on est sur des services qui peuvent aller relativement loin et répondre à vraiment pas mal de cas d'usage. Ok. Disons on est clé en main, mais on n'a pas une boîte automatique. Voilà, La c'est boîte ça. de- Tu peux aller relativement, tu peux aller assez loin dans les cas d'usage que tu peux couvrir. Ok, ok, ok. Et Edenia, clairement, vous chapeautez la chose. J'aimerais quand même faire une petite annotation sur le fait que vous chapeautiez d'autres API.
Mhm, Si on prend la reconnaissance d'image, par exemple, la détection mhm, d'objets plutôt dans les images, mhm, quand vous demandez à une IA, donne-moi, dis-moi quels sont les objets, elle va vous donner une liste de coordonnées. Ces coordonnées, mhm, généralement, représentent un carré, un rectangle, mhm. va encercler ou encadrer Ouais. l'objet qui a été trouvé. Mhm, Euh, je dis ça parce qu'en fait, chez AWS, ce carré peut être donné avec des coordonnées sur l'image. mhm, Chez Google, mhm, ça peut être donné avec juste le point 0 et ensuite on va vous donner des vecteurs pour définir le mhm, rectangle. Donc, tous les cloud providers n'ont absolument pas la même manière enfin, le même format pour vous dire où sont les choses. Et en mhm, plus de ça, même si vous dites les choses, ils auront peut-être pas aussi le même format pour vous dire, par exemple, il y a la précision, la confiance que l'IA a sur ce qu'elle a découvert. Il y en a certains, ils vont vous dire, moi, je suis en 0,90%, moi, je suis en 99%. Enfin, tout est compliqué, tout n'est pas formaté pareil. Et le fait d'avoir une API qui donne la même chose pour tout le monde, peu importe le service qu'on utilise, en plus de ça, d'avoir un billing centralisé, je pense que ça change tout. Je pense que mhm, les utilisateurs devraient se poser moins de questions et aller directement chez vous. Après, ce mhm. n'est mon humble avis. Bah, merci, merci. Après, là où tu as raison, c'est que effectivement, tu as pas mal de fournisseurs qui il y a quand même des différences. Donc nous, des fois, on peut s'arracher un peu les cheveux à dire, OK, ben, on va enfin, mettre au même format. C'est pas toujours simple, mais on essaie de le faire le mieux possible. Ceci étant dit, des fois, on peut arriver à avoir des. Alors, bizarrement, sur la détection d'images, ça va encore. Mais des fois, tu as des fonctionnalités, type sur l'analyse de texte, tu as des retours vraiment différents. Et c'est là où ce que nous, on appelle la standardisation en interne peut être un peu plus complexe, où tu as des outputs vraiment différents. Mais globalement, on s'en sort bien. Et il y a aussi ça me permet de parler d'un truc, un choix qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'open sourcer la standardisation qu'on fait. Ok. Parce que, on a eu quelques utilisateurs qui étaient un peu curieux de savoir comment on était passé de l'API du fournisseur à l'API d'Anaï. Puis à un Hmm. moment, on s'est dit: «Bah, tu sais quoi? On va mettre sur notre GitHub, le GitHub des Danaï, il y a la version open source qui, en gros, regroupe tous les connecteurs qu'on a fait». Donc on les a listés par fournisseur et alors je sais plus combien ça fait, mais en gros, il y a 30 fournisseurs, 40 technos. Bon, après, il y a pas chaque fournisseur n'est pas présent forcément sur les 40, c'est vrai pour les gros. Je Hmm. sais pas du coup combien ça fait de connecteurs au total, mais c'est open source et pour ceux qui c'est en Python, voilà, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent Yes. pour ceux Yes. qui pour ceux qui veulent, jeter un coup d'œil, ils peuvent le faire et puis même par rapport aux fournisseurs, c'est important de se dire, on est transparent là-dessus, vous voyez exactement ce qu'on fait Ouais. de vos API. Ok. Ok, Mais cool. c'est un boulot et c'est un boulot pour le coup qu'on arrive facilement à montrer parce que c'est open source. Donc tu peux aller jeter un coup d'œil et voir à quoi ça correspond exactement. La petite leçon à Cloud Mercato. Nous, on a fait les choses open source. Pardon? J'ai pas bien compris. Je dis ça parce que chez Cloud Mercato, pour l'instant, autant nos data, on veut les faire open source, autant le code n'est pas open source. Ah, bah, pour nous, tu vois, c'était vraiment au départ, on voulait pas. Et puis on y a réfléchi, on s'est dit, bon, euh, à vrai dire, en fait, c'est venu d'une réflexion. Au départ, nous, on était très focus techno. On s'était dit, Mhm. ouais, ce qui est important chez Danaï, c'est la standardisation, etc. Voilà. Et puis, on a commencé à avoir des utilisateurs payants, qui commençaient vraiment à pas mal consommer. Et puis, il y en a plein qui nous ont dit, vous savez quoi, moi, ce qui m'intéresse surtout chez vous, c'est cette question de billing Mm. que tu n'as pas, du coup, sur l'open source, de toute façon. Mm. Et juste à Ouais. te dire que, en fait, vous me centralisez toute la facturation, ça me va très bien. Du coup, ben, c'est une proposition de valeur à laquelle qu'on n'avait pas, enfin, on savait qu'on proposait ça, mais on s'était pas dit, tiens, ça va vraiment plaire aux gens. Et, et puis ça, même le côté de l'avoir open sourcé, ça a limite renforcé, tu vois, finalement, les gens sont contents qu'il y ait de l'open source, mais au final, ils utilisent quand même notre API, hein, comme tout le monde. C'est juste, il y a un côté, ok, ben, ça m'a l'air plus crédible. Je sais que Transparent. à tout moment, s'il faut, je peux, entre guillemets, sortir du service, passer sur un truc open source et je me débrouille tout seul.
Mais voilà. Après, c'est un retour qui marche, qui, je pense, marche pour nous. Mais au final, parce que forcément, tu as une crainte naturelle. Tu dis, OK, j'allais dire des heures. Non, c'est même pas des heures, c'est des semaines et des mois de travail. Ouais. Tu n'as pas envie que ce soit. Mais enfin, avec le recul, on a dû le faire il y a 6 mois maintenant. Enfin, peut-être un peu moins quand même. Il y a quelques mois, mais jusque-là, c'est plutôt positif. Et puis, ça fait un peu, tu vois, il y a toujours des développeurs qui sont hyper intéressés par le côté open source. C'est sympa pour eux aussi. Tout à fait, tout à fait. Et les gens qui fouilleront dans votre code, ça peut être des super futurs employés en plus de ça. C'est tout ce qu'on espère. Effectivement, ça leur donne déjà un avant-goût de ce que c'est que développer chez Danaï. En parlant de développement d'Edenai, ça fait donc 5 ans à peu près que vous êtes sur le marché. Vous êtes passé de Compare AI à Edenai il y a 2 ans à peu près, je Alors, crois. ouais, je peux te faire rapidement le récap. Donc, on a commencé, on a lancé notre business en 2017. Au Mm. départ, c'est sur une marque qui s'appelle Data Genius, Mm. où on faisait de la prestation de service. Donc, on a fait ça, on va dire, à temps plein jusqu'à fin 2019. Sur l'année 2000. Excuse-moi, prestation de Ouais, service pour qui? Pour les startups, les moyennes entreprises, les grosses? on a fait de tout. Au Ok. total, j'avais fait le calcul, on a bossé pour une vingtaine d'entreprises en cumulé. On a commencé avec des startups, des PME à Lyon, parce on est à Lyon et on y est toujours. Et puis, on a fini en bossant avec des grands groupes, mais toujours sur des projets assez similaires. Donc, on a bossé pour la Caisse des dépôts, ça c'était un gros projet. Arkema, qui est un grand groupe de chimie. Merck, Servier, qui sont de gros labos pharma. Donc, c'était un bon moyen, on va dire, de rentrer un peu dans le dur avant de lancer un produit. L'idée qui était avec mon père à la base, qui était juste un comparateur, sans cette histoire d'API, on l'a eu sur 2020. Ouais. Donc, c'était l'année Covid, un peu de switch bizarre. Ouh, ouh. Donc, on a fait moite-moite, on a fait moitié prestation de service et puis on bossait un peu sur avec mon père. Et fin 2020, on a dit on y va, on fait un all-in et on fait que Edenai et on a regardé un peu ce qui nous restait en cash, en trésorerie. On s'est dit, bon, cette année, il faut qu'on sorte un truc. Derrière, avec l'idée de faire une levée de fonds pour financer le développement. Ouais. Donc, on a fait ce pari-là. On a sorti une première version de Edenai en fin été 2021. Suite à cela, on a fait une première levée de fonds, un pré-seed avec que des business angels qui eux-mêmes ont développé des produits à destination de développeurs. Notamment, on a un des cofondateurs de Docker. On a les deux patrons, une boîte s'appelle Algolia. On a le CEO de Datadog, que Ouais. Très lourd. des gens assez, ouais, que du lourd. Donc, on est hyper content parce qu'en plus, ils nous aident vachement. Et donc, on a fait cette levée en mars dernier, donc il y a un peu moins d'un an. Et c'est là où on a commencé à vraiment accélérer le produit. Donc, on est bientôt à 5000 utilisateurs, essentiellement aux US, même si on est au fin fond de Lyon. On a plein d'utilisateurs qui n'ont aucune idée de où on est. Et en fait, souvent, pour beaucoup, ils s'en rendent compte quand ils demandent un call et que je leur envoie et qu'ils voient que, tiens, je suis disponible à des horaires bizarres pour eux. Et c'est là où ils commencent à regarder un peu, tiens, où est-ce qu'il est. Et on en a eu plein comme ça, ils ne savaient même pas qu'on était en France, à vrai dire. Parce que le site, la plateforme, tout ça, tout est en anglais. Il faut vraiment fouiller pour voir qu'on n'est pas. On est à Lyon. Et voilà où on en est aujourd'hui. Ok, donc pour résumer, aujourd'hui, tu es millionnaire, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Non, 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 loin de là. Loin de là. Là, on est encore sur les premières phases. Enfin, on commence à avoir nos premiers clients payants, du revenu qui génère. Donc, on est vraiment plutôt au début de l'aventure. Malheureusement, loin encore d'être millionnaire, mais non, les voyants sont plutôt ouverts. C'est sûr. Ok, cool. Cool, cool, cool. On est plutôt content, ouais.
Et du coup, si je devais te demander deux, trois gros chiffres comme cela, typiquement, quel est le service le plus utilisé par vos consommateurs? Ouais. Alors, on a un peu de tout. On va dire, il y en a qui reviennent souvent, c'est de la parsing de documents, de la traduction automatique, du traitement d'audio. Souvent, on a plein de clients là-dessus. Il se trouve qu'on a en même temps des clients qui vont, entre guillemets, vont fausser les chiffres parce que ça va être des gros clients. Donc nous, notamment, le plus gros client qu'on a à date, il est aux États-Unis. Et c'est une société qui fait beaucoup de computer vision. Et du coup, qui a, en volume en nombre de requêtes, c'est un peu la computer vision, mais c'est faussé par quelques gros clients qui font ça. Mais globalement, la demande, ça va être du coup des choses relativement simples. C'est vraiment, j'extrais des informations depuis des factures, des reçus, des CV aussi, mais qui en fait sont super utiles et d'un point de vue business, sont compréhensibles par tout le monde. Donc on n'est pas sur. Au départ, tu avais parlé, je pense, au début de ChatGPT et tout ça. Hmm. On est loin de trucs hyper sexy, hyper fun que ça. On reste sur des choses relativement simples, mais qui en vrai correspondent aux besoins de plein d'entreprises, plein de PME, plein de TPE. Et voilà. Et nous, on est très content d'avoir aussi ce type de client. Ah non, clairement, les small and medium, les PME, ça fait partie du truc de l'IA. Mm, Tous les mois, je me pose la question, est-ce que je prends un service pour ma comptable où je peux lui envoyer n'importe quel paplard et ce sera fait directement? Et mm, toutes les entreprises font de l'administratif. Personne n'a mm, envie de lire ses papiers. Tout le monde a mhm, envie que ce soit automatique. Donc clairement, oui, ça fait partie des targets, je pense, pour vous. Mais au-delà de ça, de la manière dont tu me l'as dit là, en fait, c'est plutôt un prestataire qui fait ça pour les autres qui a l'air d'avoir besoin mm, de vous. Donc mm. ouais, c'est sûr que c'est un gros marché, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. Et la hype qui est emmenée par ChatGPT, enfin, moi, j'aime pas beaucoup en parler de ChatGPT parce que il y a tellement de choses qui sont faites dans l'IA et on se concentre en fait sur une seule, Mm, sur quelque chose qu'elle n'est pas prévue pour à la base. Donc, ça mm, m'énerve un peu de parler de mm. ChatGPT. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu vois, pour moi, il y a un côté que ça a Découverte? quand même mis, oui, non, mais ça a quand même mis la lumière sur tout un marché. Hmm. Donc, je pense que, in fine, effectivement, bon, il y a peut-être alors, je ne saurais pas même pas dire, mais il y a peut-être une hype trop importante par rapport au service, mais je me dis, à minima, ça a fait découvrir tout un écosystème de services qui existe. Ouais. Des gens forcément sont curieux de dire, ah, tiens, il y a quoi d'autre à côté? Hmm. Et, euh, et ça reste quand même chouette. Après, bon, on va voir ce que ça va vraiment donner, les usages. Euh, Nous, tu vois, sur OpenAI, OpenAI est disponible sur Adanaï, Hmm. mais sur la partie, pas la partie chat conversationnelle, mais plutôt la partie des requêtes du type générer des résumés, générer du texte aussi. Donc un peu plus concrète. Et effectivement, on a des utilisateurs qui utilisent Danaï et qui derrière font des requêtes sur OpenAI. Et moi, justement, Ok. j'ai une question par rapport à ça pour rebondir. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans l'intelligence artificielle, les derniers produits, les dernières technologies qui sont sorties? Est-ce que c'est justement ChatGPT ou c'est d'autres choses que le petit public comme moi ne connaissent pas forcément? Alors, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je suis quand même assez époustouflé par ce que fait ChatGPT. Voilà, on en dit ce qu'on veut, c'est quand même, c'est quasiment de la magie noire. Bon, non, c'est pas de la C'est magie clair. noire, C'est c'est, des calculs. euh, c'est c'est des calculs, c'est des stats, mais bon, des fois, tu vois, moi, j'ai fait un test où là, j'ai vraiment été surpris. C'est que un de nos articles de blog a été co-rédigé par ChatGPT. D'ailleurs, on l'a mis dans l'article, voilà. Et bon, bah, je suis en train de lui faire rédiger un truc. Et à un moment, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais me mettre des blagues dedans? Et je te promets que les blagues étaient drôles. Genre, j'ai vraiment rigolé. Et c'est C'était là, je pas me du dis, attends, attends, carambar. attends. Ouais. Non, 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 c'était vraiment marrant. C'était des jeux de mots bien, bien recherchés. Et je me disais, ah oui, donc là, on est vraiment sur. C'est pas juste je génère un texte informatif, c'est. Enfin, voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'est le côté, je génère un truc avec de l'humour, etc. Donc oui, comme tout le monde. Après, sur les
les services, il y en a des fois, tu dis tiens, euh, euh, c'est nous, comment dire? Nous, on est vraiment sur des fois, on est amusé par des trucs, enfin amusé, étonné par des choses qui sont non plus pas très sexy. Tiens, il y a tel service qui, je sais pas moi, traite vachement bien les factures. Bon, il y a que Danaï, il y a que chez Danaï que tu peux être enthousiasmé par ce genre de truc. C'est pas ChatGPT, mais tu vois, moi j'aime bien. J'aime bien. Où tu vois, ce matin, là, par exemple, on regarde vachement tout ce qui va être lié à la génération de voix, du texte, pardon, ici, du text to speech. Et du coup, bah, on teste plein de services et on se dit, ah oui, là, c'est vraiment une belle voix. Mais bon, c'est pas tant des services que personne ne connaîtrait, c'est vraiment qu'on en trouve. Et puis surtout, moi, j'aime bien. Mon petit plaisir, c'est quand on trouve une petite boîte, vraiment, tu vois, sur LinkedIn, qui sont 15 ou 20, ou vraiment pas une grosse boîte, et qui a un service vraiment canon, et qui justement manque un peu de marketing peut-être face à des mastodontes, mais quand tu testes vraiment leur API, elle est canon, quoi. Moi, c'est ça Mm. c'est ça que j'aime bien. Bah ouais, Et nous, typiquement, on il y a avait. vraiment. Ah, pardon. Ouais, vas-y. Typiquement, justement, moi, enfin, il y a forcément ChatGPT, etc. C'est cool. Et puis, c'est très, très mainstream. Il y a Midjourney, justement, très connu, mais un peu plus spécifique pour les créas, etc. Mais il y a aussi, justement, des petits services comme ça, comme Todoist, qui a intégré un Mhm. gestionnaire de tâches, en fait. On explique son Mhm. projet dans le manager de tâches. Et il va nous sortir toutes les étapes à faire. Et on peut encore indenter le truc à l'infini. Donc, ouais, pas mal de choses qui peuvent être pas mal. Pour les pros, surtout. Après, pour le petit public, ouais, à voir plus tard, quoi. Mhm. Ouais, bah, je pense que là, on est vraiment au début d'une avalanche de services. Après, il faut voir comment le marché va un peu se structurer. Et nous, après, nous, on est vraiment sur plutôt des API, donc des choses que tu vas pouvoir intégrer dans des logiciels. On n'est pas sur des services, on va dire, end-user pour les consommateurs finaux. Mais même là, effectivement, il y en a plein. Je suis tombé ce matin sur un site, je ne me rappelle plus, qui listait tout ce qu'une IA pouvait faire. Enfin, tout ce qui peut être fait par une IA. Je pense qu'ils ont listé des centaines de services, plutôt pour les utilisateurs finaux. Mais encore une fois, sur Adanaïs, nous, on est vraiment pour ce que tu peux faire par API, donc plutôt à destination des développeurs. Ouais. Ouais. Ok. Bah, une petite dernière question. Mhm. C'est qui a la meilleure IA, en fait? Ah, c'est une super question, ça. C'est qui a le meilleur cloud? Si tu me réponds à celle-là, je te réponds à. Ah, c'est difficile. Voilà. Bon, bah, on a la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Alors, plus sérieusement, Ça dépend X, Y et Z, oui. on a parlé depuis tout à l'heure, ça dépend de plein de choses, ton budget, des données. Enfin, il y a vraiment. C'est très compliqué. Et même nous, au départ, on faisait beaucoup de benchmarks, mais on se rend compte que si tu changes un peu les datasets, ça change. Donc, il y a pas de réponse absolue. Et de toute façon, je pense ceux qui ont. Enfin, entre guillemets, maintenant, avec des services comme Edenai, où on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, je pense qu'à terme, ceux qui n'ont pas des services vraiment performants, ils vont perdre des parts de marché. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comme quoi, de toute manière, je viens, je peux tester. J'ai ma preview pour tester ma détection, mon classification, et peu importe. Je prends celui qui me botte le plus, celui qui correspond le plus à mes attentes, prix, perf. Et si on veut aussi nationalité, parce qu'il y a des gens qui se posent des Oui, questions de localisation des oui, data. Et, exactement. et ça devrait rouler. Mais l'important, c'est bien sûr de passer par Eden AI. Parce que sinon, Exactement. Ce sinon vous ne sera la saurez pas. synthèse de notre échange. Tout à fait. Eh bien, Ta, je te remercie pour ce temps passé. Ça m'a fait vraiment Merci à toi, plaisir c'était pour chouette. parler d'Edenia. Mhm. Est-ce que vous avez des news qui sont à venir dont on pourrait parler rapidement? Non, non, tout est sur l'app. Donc Ok, cool. là, on est très très focus sur le développement du produit, ajouter des nouveaux fournisseurs qui vont arriver, des nouvelles fonctionnalités. Et puis voilà. Et sinon, on est sur bah,
la base d'utilisateurs continue à grandir, donc on est plutôt content maintenant. Ok, cool. Bah, que de bonnes nouvelles. On est bon alors. Ben, merci. Eh bien, c'est là que se termine notre podcast. Je vous souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs et une bonne journée aussi à vous deux, Jérôme et Tara. Merci à toi. Salut.